Au plaisir de vous retrouver ce lundi 16 août pour vous mettre au bain de l'actualité. Au sommaire, grogne des travailleurs de la société Al Bayrak. Plusieurs d'entre eux ont été arrêtés et conduits à l'éco 4 de Matoto ce lundi matin. Ces employés revendiquent l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail, ainsi que leur immatriculation à la Caisse nationale de sécurité sociale, entre autres. L'ancien ministre de l'Éducation nationale, Ibrahima Khalil Konaté Kaokare, repose désormais au cimetière de Cameroun. Parents, amis et collaborateurs lui ont rendu un dernier hommage ce lundi à l'hôpital sino-guinéen où a eu lieu la levée du corps. Tous retiennent de lui un homme bon et patriote. Voilà pour le sommaire. Les détails, c'est juste après cette virgule. Bienvenue à tous. L'ancien ministre de l'Éducation nationale, Ibrahima Khalil Konaté Kaokare, a rejoint sa dernière demeure ce lundi au cimetière de Cameroun. Parents, amis et collaborateurs lui ont rendu un dernier hommage à l'hôpital sino-guinéen où a eu lieu la levée du corps. Tous retiennent de lui un homme bon et patriote. Suivez les détails d'André Mossier Milimono et Aboubakar Din Kamara. Tristesse et consternation se lisent sur les visages des parents et collaborateurs d'Ibrahima Khalil Konaté, venus lui rendre un dernier hommage. Le représentant du président de la République a présenté les condoléances d'Alpha Condé à la famille biologique du défunt, avant d'exhorter au respect des mesures barrières. Nous attendons tous notre jour et Dieu a fait que lui, son jour, soit tombé sur le samedi dernier. Le président et son gouvernement me chargent de vous dire de vous calmer. Il me charge aussi de vous dire de respecter les mesures barrières afin d'éviter cette maladie qui sévit dans le monde entier. Les parents et collaborateurs de l'ancien ministre retiennent de lui un homme travailleur et profondément social. Le frère Kaokare a été un homme rassembleur de notre communauté, de notre famille. Il a construit les bases, les fondements que nous avons dit de notre communauté rattachée à sa famille, rattachée à sa terre natale. En tant que chargé de communication, personnellement, il m'a respecté dans mon travail avec mes collaborateurs. Il a toujours pris en compte nos marques, nos suggestions dans le bon sens. C'est lui qui m'a enlevé dans la souffrance. Je fais ce que je veux aujourd'hui grâce au ministre Ibrahima Khalil Konaté, dont j'appelle affectueusement mon papa. Il m'a tout donné, tout. Son épouse a loué la bonté de son défunt mari. Face à la volonté divine, elle l'accepte. Vu la population guinéenne, tout le monde s'est mobilisé comme un seul homme derrière moi pour me soutenir et me réconforter. Donc vraiment, je peux cesser de pleurer et faire des bénédictions pour mon époux, car il a été un homme généreux et bon. Ibrahima Khalil Konaté Kaokare est décédé ce samedi 14 août. Il laisse derrière lui une veuve et 3 enfants. Nos condoléances à tout le peuple de Guinée, en particulier à sa famille biologique, que son âme repose en paix dans la félicité de Dieu. Autre disparition, c'est celle d'Ousmane Touré, un médecin guinéen en mission de travail en Haïti. Au compte de l'OMS, il est l'une des 1300 personnes décédées ce week-end à Port-au-Prince dans un séisme de magnitude 7,2 survenu la nuit du samedi à dimanche. La nouvelle est parvenue à sa famille par le biais d'un de ses amis. Elhadji Mamadou Seydou Baldé et Ibrahima Souma sont allés dans la famille mortuaire à Kontia. Suivez. Des larmes et de la tristesse, voici ce qui règne ce matin dans la famille Touré. En mission de travail au compte de l'Organisation mondiale de la santé en Haïti, Ousmane Touré a perdu la vie dans le séisme de magnitude 7,2 survenu ce week-end. Âgé d'une trentaine d'années, selon les informations parvenues à sa famille, ce médecin a perdu la vie suite à l'effondrement de l'immeuble dans lequel il habitait. Il y a eu une deuxième vague le dimanche et les informations
et nous ont été apportés comme quoi l'hôtel s'est écroulé. Donc il a perdu la vie dans cette deuxième vague de tremblement de terre. Et son ami a appelé, il a informé la famille qu'il y a eu le décès de notre grand frère. Moussa Touré, frère du défunt, n'en revient toujours pas. Difficile pour eux de croire à la triste nouvelle. Pour lui, Ousmane était leur pilier. C'était quelqu'un de spécial pour nous. C'était un pilier pour nous, un baobab. Vraiment, il représentait tout pour nous, quoi. Il est notre père. C'est quelqu'un qui nous donnait toujours des conseils, qui nous motivait à nous battre pour réussir dans la vie. Et aujourd'hui, il est parti, je n'arrive pas à croire réellement si c'est vrai ou faux. Je suis dans les doutes jusqu'à présent. Tant que je ne vois pas le corps de mon frère, je ne serai pas satisfait. Acteur de la lutte contre le virus Ebola en 2015 et la Covid-19 récemment, ce médecin rend l'âme en laissant derrière lui une veuve et 2 enfants. Sans donner une date, sa famille confie que sa dépouille sera rapatriée en Guinée pour inhumation. En attendant l'arrivée du corps, elle prie pour le repos de son âme. Repose en paix Ousmane Touré. Plusieurs employés de la société Al-Bayrak et syndicalistes ont été arrêtés et conduits à l'éco 4 de Matoto ce lundi matin alors qu'ils revendiquaient l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Après 2 mois de négociations sans suite, ils sont allés en grève ce matin. Ils réclament entre autres l'augmentation des salaires à hauteur de 100%, l'immatriculation de l'ensemble des travailleurs à la Caisse nationale de sécurité sociale et la signature de contrat pour tous les travailleurs. Reportage Fatoumata Bintabari, Ibrahim Sori Kamara. Toutes nos excuses donc, vous aurez ample information sur cette grogne des travailleurs de Al-Bayrak dans nos prochaines éditions d'information. Partons à présent au quartier Sigmadina, c'est dans la commune de Matam. Vous rappelez sans doute, ils ont battu le pavé la semaine dernière pour exprimer leur mécontentement face aux inondations après les fortes pluies à Conakry. Mais jusque-là, la solution est encore loin d'être trouvée. Plusieurs maisons de ce quartier ont été inondées à nouveau le week-end dernier. Le cri de cœur de ces riverains, c'est dans ce reportage signé Aminata Massile Bangoura et Djibril Kabak Kamara. Les fortes pluies qui se sont encore abattues sur Conakry dans la nuit de ce dimanche ont causé des dégâts matériels considérables dans plusieurs ménages. Le quartier Sigmadina n'a pas été à l'abri des dégâts. Les habitants de ce quartier se sont encore réveillés les pieds dans l'eau. Les habitations et leur contenu ont été endommagés. Les sinistrés, partagés entre tristesse et inquiétude, ne savent plus à quel sens se vouer. Nous avons été victimes d'inondations. On a presque tout perdu. Nous n'avons même plus où dormir. Nos téléphones, télévisions, lits et autres articles sont tous endommagés. Comme d'habitude, chaque fois que les pluies s'abattent sur ce quartier, les responsables de l'imprimerie sont toujours pointés du doigt par les riverains. Nous avons demandé aux Chinois chaque année, s'ils ne veulent pas qu'on manifeste, de curer les caniveaux, parce que les dalles se trouvent dans leur cours. Maintenant, on ne veut plus le curage. Nous voulons qu'ils construisent un mur afin qu'on mette la main sur nos espaces. Les Chinois nous fatiguent trop ici. Ils ont fermé l'imprimerie. Nous sommes toujours victimes d'inondations. Des accusations rejetées en bloc par les mis en cause. L'un des responsables de l'imprimerie soutient d'ailleurs que la solution à ces inondations, c'est de curer les caniveaux de la route du Niger. Il pointe aussi du doigt les autorités. C'est vraiment pas de notre faute au fait, c'est que c'est le Niger. Même si on cassait tout ici, on détruisait tout, on faisait même quitter là, il va toujours y avoir inondation pour la simple raison que le Niger va toujours être bloqué. Si les gens qu'ils ont mis en place ne remontent pas les informations pour essayer de donner une solution concrète, pour résoudre les maux des citoyens, le gouvernement aussi ne peut rien faire en fait. Ces inondations survenues dans le quartier Sigmadina ont causé des dégâts matériels considérables. Les sinistrés ont presque tout perdu.
Il plaide donc pour une assistance auprès des autorités, même si ces derniers ne rassurent pas trop pour l'heure. A rappeler que les usagers de la route du Niger également payent lourd les frais des pluies diluviennes. Le syndicat des transporteurs a-t-il échoué face aux chauffeurs de taxi? Le moins que l'on puisse dire est que le prix fixé par l'État et validé par le syndicat n'est pas respecté sur le terrain. Les usagers payent 2000 francs le tronçon. Interrogé, Alpha Cissé, vice-président du syndicat des transporteurs, se contente de dire qu'une commission est mise en place pour tenter de trouver un dénouement. Mohamed Valek Touré, Tcherno Amadouba. Si le syndicat des transporteurs routiers s'est engagé auprès du gouvernement à maintenir le prix du transport à 1500 par tronçon, les chauffeurs de taxi ont exprimé leur désaccord en déclenchant une grève. En dépit de l'assurance du syndicat, leurs mandats sont passés outre. Par tronçon, les citoyens payent 2000 francs guinéens. Une situation que déplore le vice-président du syndicat des transporteurs. On a fait beaucoup de sensibilisation autour de ce problème. Vous savez, le problème de carburant est lié à beaucoup de choses que moi-même, je ne peux pas élucider ici tout de suite. Le problème de carburant. Je l'ai dit auparavant, lorsque le prix était à 1300, les chauffeurs et les passagers se sont arrangés, ils ont fixé leur prix. Mais vous voyez, chez nous, le problème en est que lorsque l'État décrète, il n'y a pas une mesure d'accompagnement. Jusque-là, toutes les mises en garde du syndicat vis-à-vis des chauffeurs de taxi n'ont pas porté. Aujourd'hui, le syndicat se trouve dans un dilemme. Selon Alpha Cissé, les négociations se poursuivent pour tenter d'amener leur mandat à de meilleurs sentiments. Nous avons mis des commissions en place. Vous savez, ce problème-là ne date pas d'aujourd'hui. Il y avait un laisser-aller total entre les chauffeurs, entre les transporteurs et le gouvernement, il faut le dire. Il n'y avait pas de suivi. Et maintenant que le gouvernement nous a tendu la main, je crois, nous allons prendre des mesures contre ces pratiques. Pour le moment, ce sont les citoyens qui payent les frais de cette mésentente entre chauffeurs d'un côté, syndicalistes et gouvernement de l'autre. 2 mois seulement nous séparent de la rentrée des classes. Certaines écoles du pays sont dans un état de dégradation très poussé. C'est le cas du lycée franco-arabe Tcherno Djibi dans la commune urbaine de Kindia. Pour atténuer les difficultés dans cette école, Elhaj Abdul Wakil Keïta, en compagnie du ministre secrétaire général aux affaires religieuses, ont procédé au lancement des travaux de rénovation de la dite école ce dimanche dans la cité des Agrumes, une cérémonie qui a connu la présence des fils de la localité. Plus de précisions avec Djenab Bangoura et Lamine Silla. Plus on s'approche de cette école, plus on constate sa vétusté. Des tôles percées, les murs fissurés, le sol trouillé, les herbes se développent dans tous les sens, rendant le lieu insalubre. C'est le lycée franco-arabe Tcherno Djibi, situé dans la commune urbaine de Kindia. La souffrance des élèves et encadreurs est sur le point de se dissiper grâce au lancement des travaux de rénovation. L'initiative vient de l'érudit de Kindia, Elhaj Abdul Wakil Alamali Keita, qui vise à rénover 10 classes et 2 directions de cet établissement. C'est une fierté pour nous d'être musulmans. L'an passé, j'ai reconstruit une partie de l'école. Ce jour-là, Elhaj Ali Jamal Bangoura a apprécié le travail. Il a ajouté en ces termes, cette école est bien jolie, si cette autre partie pouvait être comme celle rénovée, ce serait bien. C'est en ce moment que j'ai décidé de la reconstruire entièrement. Une façon de dynamiser la religion musulmane. Ces encadreurs et ces élèves ici présents se souviennent du calvaire vécu lors des cours avant d'apprécier le travail. Je suis tellement ravi pour la rénovation de ces bâtiments-là, car on était dans les difficultés. Le lycée vous rassure de vous accompagner dans l'entretien strict de ces œuvres bénéfiques à tous les enfants de Guinée,
Nous vous disons merci, qu'Allah vous protège. Amen. L'intensification de l'éducation coranique étant une des priorités du ministre secrétaire général aux affaires religieuses, Elhadj Ali Jamal Bangoura a mis l'occasion à profit pour inviter ses co-religionnaires à emboîter le pas à ce donateur. Nous sommes là pour encourager et pour inviter les autres bienfaiteurs, les autres chefs religieux. L'importance de cette belle initiative, leur contribution pour la construction des édifices éducatifs, qui contribuent aussi à bien connaître et maîtrise de notre religion. Cet établissement fait partie des vieilles écoles franco-arabes de la Guinée. Il s'étend sur 10 000 mètres carrés avec un effectif de 805 élèves, dont 111 filles. Ce projet s'étendra sur 3 semaines. L'Église catholique commémore chaque 15 août la solennité de l'Assomption qui marque la montée de la Vierge Marie au ciel auprès de son Fils Jésus-Christ en Guinée. Cette fête n'est pas passée inaperçue à la paroisse Saint-Étienne de Yimbaya. Elle a été célébrée sous les auspices du haut représentant du chef de l'État, Antoinette Dédé Onivogui. C'est sous une forte pluie ce dimanche que les fidèles chrétiens catholiques de Guinée ont célébré la fête de l'Assomption qui marque la montée de la Vierge Marie au ciel. En ce jour solennel, la paroisse Saint-Étienne de Yimbaya a connu une grande mobilisation pour implorer la miséricorde de la Sainte Vierge. Dans son homélie inspirée de l'évangile de Saint Luc, Père Fabien Camara a exhorté les chrétiens à faire preuve de beaucoup d'humilité. Voici comme pour dire que nous n'avons pas à nous enorgueillir devant les titres, les solennités qui nous sont dédiées par les hommes, mais en tout état de cause, se mettre au pied de la croix et dire simplement à Dieu, je suis insignifiant, je suis faible, que ta volonté se fasse dans ma vie. Si tous les hommes adhèrent dans cet ordre d'idées, on connaîtra un monde de peine, un monde de justice, un monde d'attention fraternelle et mutuelle. Cette solennité a été l'occasion pour les légionnaires et les autres fidèles de prier la Vierge Marie et de supplier le Seigneur pour l'éradication du coronavirus dans le monde. Que nous voulons toujours appartenir et qu'elle nous soutienne dans cet apostolat, pour que nous puissions travailler en son nom et travailler pour son Fils. Nous faisons cela tous les jours. Et c'est cela le pain quotidien pour nous aujourd'hui, pour que cette maladie puisse réellement être éradiquée, pas seulement en Guinée, mais dans le monde entier. Dans un contexte de crise sanitaire et surtout sécuritaire, le haut représentant du chef de l'État a prié pour la paix en Guinée, avant d'inviter tous les acteurs de la vie nationale à un dialogue sincère. Et je voudrais saisir cette occasion pour dire à mes compatriotes guinéens que rien ne vaut la paix, comme le président le demande, le président Alpha Condé le demande, de se retrouver autour de la table pour discuter, pour parler ensemble, afin que nous puissions nous entendre pour préserver cette paix-là. Parce que c'est à l'issue de ce dialogue que nous allons avoir une idée claire de ce qu'il faudra dorénavant faire dans ce pays pour travailler ensemble. À l'allure où sont et vont les choses, tous les Guinéens devraient accepter de se faire vacciner pour minimiser les risques de contamination du coronavirus, a-t-il martelé. Voilà, c'est sur cet élément de reportage de Antoinette Dédé Onivogui qu'on se quitte compte de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Grand merci à toute l'équipe de la rédaction dirigée par Mamadou Sadio Baldé et Bernard Koundouno. Merci à l'équipe technique. Au revoir et portez-vous bien.